petite ellipse des planètes, c'est aussi une forme de beauté. Il y a la beauté mathématique. Cosmos, cosma en grec, cosmos, le grand cosmos, cosma, la beauté. Il y a l'astronomie, ode à l'astronomie à l'amour. J'aimerais te conter mon adorable fée, sous des cieux découverts sur la colline nue, dans sa douce fraîcheur à jamais inconnue, l'angoissante splendeur de la sphère étoilée. Tout un programme. Il y a bien entendu la beauté, et celle-là, c'est celle à laquelle probablement tout un chacun, vous-même et vos élèves, êtes le plus sensibles, c'est la beauté, effectivement, des magnifiques images des objets du cosmos, étoiles, nébuleuses, galaxies. Ici, vous avez un amas d'étoiles et des nébuleuses. Cette partie, justement, graphique importante de l'astronomie contribue beaucoup, justement, aujourd'hui à la vulgarisation de l'astronomie, à faire que l'astronomie fait partie des choses qui intéressent vraiment le grand public, avec la médecine. Et puis, il y a bien sûr l'art, et de se nourrissant, bien évidemment. Ici, Nuit étoilée sur le Rhône de Vincent Van Gogh de 1889, je crois. 89, c'est ça? 89. Oh, ouais. Alors, en fait, observer le cosmos, on en viendra avec un poème que vous découvrirez à la fin. C'est une expérience, j'oserais presque le dire, d'ordre spirituel. C'est une expérience qui a quelque chose à voir avec le sacré. Découvrir le ciel pour la première fois quand on est enfant et prendre conscience que ces objets sont très loin. Ici, la grande constellation d'Orion avec l'étoile Sirius, que l'on voit très très bien dès 22-23 heures en ce moment, à l'horizon est. Une dimension du sacré. Et à partir de ça, eh bien, on peut ressentir et appréhender le cosmos de différentes façons. Ah oui, alors. Astronomie et poésie ont entretenu des rapports importants tout au long de l'histoire et leurs liens sont particulièrement étroits lorsqu'on en considère les racines. Déjà en Mésopotamie, eh bien, il y a une très grande affinité entre les deux disciplines. Ces liens sont particulièrement étroits. Ils ont vu le même jour, ils ont vu le jour sous la même contrée, berceau de la civilisation, la Mésopotamie. En fait, quand on cherche un peu partout sur la planète, le fait de chanter le ciel, d'observer le ciel et de chanter le ciel est assez omniprésent. L'un des plus vieux livres connus, de 1700 ans avant notre ère, est l'épopée de Gilgamesh, observé sur de petites tablettes au caractère cunéiforme. Donc, le tyran Gilgamesh qui prend conscience d'un certain nombre de choses, et une des tablettes au caractère en forme de clou, donc cunéiforme. Eh bien, on peut y reconnaître bon nombre de constellations qui ont encore pour aujourd'hui, notamment celle du zodiaque. Il est évident que l'astronomie a occupé l'imaginaire et les préoccupations des hommes depuis les temps les plus reculés, pour une raison très simple. Par la position des étoiles et par leur mouvement, l'astronomie permet de se repérer dans l'espace et de mesurer le temps. C'était encore vrai jusqu'à il n'y a pas tellement longtemps, finalement, par exemple avec les cadrans solaires, ou la mesure du temps par exemple, l'Observatoire de Paris. Nos ancêtres ont peuplé donc, le ciel d'un certain nombre de figures, et les Babyloniens n'ont pas fait exception. Ils ont laissé de très beaux textes sacrés et poétiques. Au 8e siècle avant Jésus-Christ, avant l'ère commune, le poète Hésiode compose une œuvre célèbre intitulée Les Travaux et les Jours. Cette œuvre marquera durablement l'Antiquité. Une Antiquité marquée par le fait qu'au début on imaginait une terre plate et puis un ciel qui tournait autour, et puis assez rapidement on a compris autre chose. Mais le ciel et l'observation du ciel étaient très très importantes, en particulier en Grèce. Au IIIe siècle avant l'ère commune, le poète grec Aratos rédige un célèbre traité d'astronomie intitulé Les Phénomènes. Et plus près de nous, vers le début de notre ère, Hyginus en compose un autre sur le titre significatif de Poeticon Astronomicon, poésie astronomique. En fait, il serait facile de montrer que tout au long de l'histoire, dans la littérature de l'Antiquité, chez Virgile et particulièrement évidemment chez Lucrèce, on retrouve des traces d'astronomie. Après, ça s'est un petit peu perdu au Moyen-Âge. L'astronomie était surtout perçue comme une astrologie, entre guillemets. Et la poésie porte témoignage des connaissances astronomiques d'une époque. Ça, c'est assez intéressant. Ça veut dire qu'on ne peut pas écrire, même aujourd'hui, sur la base des connaissances que l'on a actuellement,
un poème qui se voudrait intégral et qui raconte le cosmos, parce que de toute façon, s'il faut, dans 5 ans, beaucoup des hypothèses d'aujourd'hui que nous avons sur le cosmos vont partir à la poubelle. Mais cela dit, c'est quand même intéressant d'avoir un témoignage des connaissances astronomiques rapportées à une époque. Je vais vous donner quelques exemples. Allez. D'abord, dans les temps modernes, l'héliocentrisme, c'est-à-dire le fait de positionner le Soleil au centre et que toutes les planètes, notamment la Terre, tournent autour du Soleil. Le modèle de Copernic qui a largement été confirmé par les éclatantes observations de Galilée. Eh bien, ce modèle héliocentrique a mis beaucoup de temps à se faire jour dans la littérature, mais a fini par trouver droit de cité dans la littérature. Il faut attendre le milieu du XVIIIe siècle pour voir apparaître dans un poème une profession de foi résolument copernicienne. C'était chez Jacques-Charles-Louis de Clinchamp de Malfilâtre, qui était normand comme moi, de Caen. Alors, l'héliocentrisme, par exemple, est clairement exposé par Voltaire. N'oublions pas que c'est lui et son ami, Madame Gabrielle Émilie Le Tonnelier de Breteuil, la marquise du Châtelet, qui d'ailleurs a traduit Newton, qui ont fait connaître Newton en France. Voilà ce qu'il nous dit. Dans le centre éclatant de ces orbes immenses qui n'ont pu nous cacher leur marche et leur distance, lui cet astre du jour, par Dieu même allumé, qui tourne autour de soi sur son axe enflammé. De lui partent sans fin des torrents de lumière, il donne en se montrant la vie à la matière, et dispense les jours, les saisons et les ans à des mondes divers autour de lui flottants. Ces astres asservis à la loi qui les presse, loi Newton, s'attirent dans leur cours et s'évitent sans cesse, etc., etc. Du coup, aussi l'astrologie est mise en difficulté. C'est le moment où il y a une séparation de phases et où l'astronomie a pu aussi se libérer de la pensée magique de l'astrologie. Le système de Copernic a enfin trouvé droit de cité dans la poésie française. La Terre n'étant plus au centre de l'univers, l'astrologie s'est vue saper de l'un de ses piliers les plus fondamentaux. Dès le XVIIe siècle, des poètes s'en moquent ouvertement. Il suffit de lire la fable numéro 13 du livre 2, 1668 de La Fontaine, intitulée « L'astrologue qui se laisse tomber dans un puits » et que d'ailleurs certains astrologues de nos jours ne lui ont pas encore pardonné. L'astrologue qui se laisse tomber dans un puits. Illustration de Jean-Baptiste Louvre, presque 90 ans plus tard. Un astrologue un jour se laissa choir au fond d'un puits. On lui dit « Pauvre bête, tandis qu'à peine à tes pieds tu peux voir, penses-tu lire au-dessus de ta tête ?» C'est une fable du reste, comme beaucoup des fables de La Fontaine, reprises à Ésope. Dans Les Femmes savantes, Molière raille les superstitions attachées à l'apparition des comètes. « Je viens vous annoncer une grande nouvelle. Nous l'avons en dormant, madame, échappée belle. Un monde près de nous a passé tout du long, échu tout de travers de notre tourbillon. » C'est tourbillon de Descartes. Et s'il eût en chemin rencontré notre terre, elle eût été brisée en morceaux comme verre. Acte 4, scène 3. Donc vous voyez que la littérature porte un reflet des connaissances astronomiques et des opinions d'une époque. Et c'est très intéressant. Voilà une comète assez algoritmique ici. Dans un gros ouvrage intitulé L'agriculture, qui avait l'ambition de rivaliser avec les géorgiques de Virgile, Virgile, le signe de Mantoue, le poète Rosset s'adonne également à une longue diatribe contre les partisans des influences astrales. Voilà ce qu'il nous dit. Le soleil disparaît, la lune est éclipsée, de quel malheur la terre est-elle menacée? Frémissez, nation, tremblez, versez des pleurs, vous devant les vaincus, fuyez pas le vainqueur. Peuple, rassure-toi, c'est aux hommes célèbres de trembler à l'aspect des comètes funèbres. Ainsi l'art imposteur des astrologues vains égara la raison des crédules humains. Le chantre de Mantoue, aux laboureurs antiques, fit un devoir sacré de ces lois chimériques, et presque de nos jours aux timides humains, une si longue erreur liait encore les mains. Enfin, la vérité dissipe l'ignorance et le préjugé fuit devant l'expérience. Combien il serait bon, en cette période troublée, où on nous a raconté à peu près tout et son contraire sur la Covid-19, de méditer ces deux vers. Vous voyez que c'est une redoutable actualité. La pluralité des mondes habités aussi, c'est quelque chose, c'est une opinion qui a été très répandue et qui s'est vraiment développée au XVIIe, XVIIe, XVIIIe siècle. L'homme n'étant plus au centre de l'univers, la Terre n'étant qu'une planète parmi d'autres, rien n'interdit de penser que les autres planètes du système solaire, qu'on connaissait à l'époque, et peut-être autour d'autres étoiles, l'hypothèse de Giordano Bruno,
sont également le siège d'êtres vivants et pourquoi pas intelligents. Allez, je ne résiste pas à vous parler un peu des planètes extrasolaires. Donc ces planètes qui tournent autour d'autres étoiles, c'est quand même une des avancées majeures de l'astrophysique depuis 1995. Et ça porte au rêve et à la création. Hein, quelque chose de... Ah, l'idée de la pluralité des mondes, il est vrai, avait ouvertement soutenu par Giordano Bruno, avait valu à celui-ci de finir ses jours sur le bûcher du Campo dei Fiori à Rome le 17 février 1600. Et ça n'avait pas plu à l'Église de l'époque. Si on regarde la place de la Terre au sein des planètes, on se dit la Terre, c'est l'oasis de vie dans notre système solaire, parmi les 8 autres planètes, etc. etc. Ouais, sauf qu'aujourd'hui, on ne connaît pas seulement 8 planètes. On connaît beaucoup plus. Nous connaissons à ce jour, on est bien le 27 novembre aujourd'hui, j'ai vérifié, nous connaissons à ce jour 4375 exoplanètes, hein, qui se trouvent dans 3234 systèmes exoplanétaires, dont 716 exoplanètes multiples. Alors vous allez dire, c'est formidable, on a exploré toute la galaxie. Nenni, hein. Que nenni, hein. On a exploré une petite zone autour du Soleil. Voilà, c'est à peu près la zone qu'on a explorée à quelque chose près. En termes d'exoplanètes, donc les exoplanètes dont je vous parle, les 4375 exoplanètes dont je vous parle, c'est des choses qui sont dans un environnement assez proche du Soleil. Hein. Donc ça aussi, ça fait rêver. On peut rêver aux autres civilisations. Je vous le donne oralement comme ça de mémoire, mais la NASA a fait des estimations qui, pour une fois, sur le plan statistique, parce qu'on peut facilement mentir avec les statistiques. À partir du moment où on ne sait pas vraiment, on n'a pas la maîtrise des éléments, on peut très bien dire, on peut faire parler une équation qu'on appelle l'équation de Drake qui nous dit, on applique l'équation, on trouve que de la vie dans l'univers, il n'y en a qu'une, c'est nous, ou bien alors on peut en trouver plusieurs milliers de milliards, voire plus. Avec des estimations un peu sérieuses, la NASA estime qu'il y aurait une quarantaine de civilisations avec de la vie intelligente, donc de civilisations dans la galaxie à l'heure actuelle. C'est H de G2, la réponse est 42. Hein. Voilà. Bien, ça aussi, ça porte au rêve et à la création, justement. Dans le domaine du romantisme au XIXe siècle, celui qui a été particulièrement prolifique, bien sûr, c'est plus particulièrement Victor Hugo. L'astronomie est partout présente dans son œuvre, il s'intéressait à beaucoup de choses. C'était quelqu'un avec une... On ne se rend pas compte aujourd'hui de qui était Victor Hugo, mais il était à la fois... tous les grands auteurs qu'on connaît aujourd'hui, il était tout ça à la fois, très grand auteur. Il avait des connaissances assez honnêtes en astronomie, par exemple, et on connaît les ouvrages d'astronomie qui figuraient dans sa bibliothèque de Guernsey. L'astronomie apparaît partout dans son immense production littéraire, avec les innombrables images et comparaisons empruntées à l'astronomie et appliquées à divers sujets. Mentionnons plus particulièrement des poèmes comme Saturne, Abîme dans la légende des siècles, À la fenêtre pendant la nuit dans la contemplation, ou La comète dans la légende des siècles. Dans la contemplation, pardon. Allez, je vous en ai choisi un, rarement. Hugo brosse un tableau serein, idyllique et optimiste. Rappelons-nous la magnifique scène du ciel nocturne dans Vos endormis, légende des siècles. C'est la fin du long poème. Nous reposait dans Ur et dans Jérimadès. Les astres émaillaient le ciel profond et sombre. Le croissant, fin et clair parmi ces fleurs de l'ombre, brillait à l'Occident. Et Ruth se demandait, immobile, ouvrant l'œil à moitié sous ses voiles, quel Dieu, quel moissonneur de l'éternel été avait en s'en allant négligemment jeté cette faucille d'or dans le champ des étoiles. Une telle scène est plutôt une exception. Dans l'ensemble, Hugo est plutôt obsédé, hanté par l'univers mystérieux, insondable, écrasant qui se présentait. Victor Hugo, par ailleurs, peuple tous ces astres et tous ces univers d'êtres vivants. À Camille Flammarion, ils étaient amis, il dit « Je pense comme vous. Les matières que vous traitez sont la perpétuelle obsession de ma pensée. » À titre d'exemple, dans les globes flottant au fond des étendues, des races comme nous sont partout répandues. Un groupe d'univers en proie au passillon tourne autour de chacun de des soleils en flammes dans la légende des siècles. On peut résumer, et ça s'applique aussi à l'époque actuelle, je pense que plus que toute autre branche des sciences de la nature, l'astronomie inspire les poètes. Elle offre un horizon illimité à l'imagination et à l'enthousiasme.
la vision cosmologique du XXe siècle, et d'aujourd'hui d'ailleurs, d'un univers dynamique en expansion, où les distances s'expriment en milliards d'années-lumière, c'est-à-dire une année-lumière c'est 10 000 milliards de kilomètres, à côté duquel celui de Copernic fait figure de nain, ouvre des perspectives vertigineuses propres à enflammer les plus flegmatiques des tempéraments poétiques. La beauté de l'univers est certainement l'aspect qui aura le plus souvent et le mieux inspiré les poètes de tous les temps, bien sûr. On a l'embarras du choix en la matière, et comme un idiot, je m'aperçois que je n'ai pas pris mon anti-sèche. Je sors mon anti-sèche. Le jour où les élèves vous sortent une anti-sèche de cette taille-là, vous pouvez vous poser des questions. La beauté d'un amas globulaire, la beauté de la lune, tiens, tristesse de la lune, de Charles Baudelaire. Il ne faut pas que je me plante parce que je le connais par cœur, mais bien sûr, il suffit que je fasse appel à ma mémoire pour qu'elle défaille. Là, il faut que j'aie le texte de mon tristesse de la lune. Ce soir, la lune rêve avec plus de paresse, ainsi qu'une beauté sur de nombreux coussins, qui d'une main légère et distraite caresse avant de s'endormir le contour de ses seins. Sur le dos satiné des molles avalanches, mourante, elle se livre aux longues pâmoisons, et promène ses yeux sur les visions blanches qui montent dans l'azur comme des floraisons. Quand parfois sur ce globe, en sa longueur oisive, elle laisse filer une larme furtive, un poète pieux, ennemi du sommeil, dans le creux de sa main prend cette larme pâle, aux reflets irisés comme un fragment d'opale, et la met dans son cœur, loin des yeux du soleil. On a l'embarras du choix, évidemment, de trouver de jolis poèmes sur astronomie et poésie. Par exemple, Charles Cros, qui était un ami de Verlaine, et qui avait même imaginé communiquer avec les habitants des autres planètes du système solaire. Alors, Charles Cros, il faut que je le retrouve. Le sonnet astronomique. Alors, celui-là, je ne le connais pas absolument par cœur, je vais le lire. De Charles Cros. Alors que finissait la journée estivale, nous marchions, toi pendu à mon bras, moi rêvant, à ces mondes lointains dont je parle souvent. Aussi regardais-tu chaque étoile en rivale. Au retour, à l'endroit où la côte dévale, tes genoux ont fléchi sous le charme énervant de la soirée et des senteurs qu'avait le vent. Vénus, dans l'ouest doré, se baignait triomphale. Puis, là d'amour, levant les yeux languissamment, nous avons eu tous deux un long tressaillement sous la sérénité du rayon planétaire. Sans doute, à cet instant, deux amants dans Vénus, arrêtés en des bois aux parfums inconnus, ont, entre deux baisers, regardé notre terre. Ça sonnait sympa, hein? Et du coup, moi, ça m'a donné... C'est l'une des choses qui, par exemple, voilà, explorer le cosmos, mais aussi voir ce que les autres poètes avaient écrit, ça m'a donné l'idée d'écrire un poème, justement, sur ce sujet-là, mais en incorporant dedans tout ce qu'on connaît de Vénus. Au moins sur le plan de l'observation. On l'appelle étoile du berger, astre du matin, astre du soir. On sait très bien que c'est une planète qui est très blanche et très brillante. Et elle est plus brillante au moment où elle s'écarte le plus du soleil, à 43 degrés. Voilà ce que j'ai écrit. Oh, c'était à l'époque où j'étais jeune et beau. J'avais 20 ans quand j'ai écrit ça, 21 ans peut-être. Donc en fait, selon la position par rapport au soleil, le soleil qui sera là, soit Vénus est sous cette forme-là et a l'air pleine, soit elle forme un croissant. Mais le moment où elle est le plus brillante, c'est quand elle est le plus éloignée du soleil. Voici mon poème sur Vénus. Bien sûr, c'est un alliage d'astronomie et d'amour. Obligé de t'aimer du plus profond silence, si c'est comme je veux, mes mots ne mentent pas. L'attente planétaire au solaire trépas, mais douce autant que l'est ta vaut mieux être intense. Au reflet du couchant, dans ta blanche apparence, de papillons salins qui volent sur mes pas, tu donnes tes rayons aux vaporeux appâts, coquillages orageuses aux nuages leur chance. Toi, bel astre des soirs, d'autrefois des matins, connais-tu les bergers maladroits et mutins, errant toute la nuit pour te chercher encore? Tu préfères décrire en souterraine carte, autour de ton amant l'ellipse au foyer d'or, toi plus brillante encore lorsque tu t'en écartes. Donc les
professeurs de français, s'il y en a parmi vous, reconnaîtront un sonnet classique. Évidemment. Ah, sinon, ce serait pas marrant. Ça s'appelle une écriture sous contrainte. Alors, c'est une écriture sous double contrainte, même triple contrainte. En fait. La première contrainte, c'est que ce soit de la poésie classique. La deuxième contrainte, c'est qu'il y ait du sentiment, bien sûr, que ce soit un vrai poème. Et la troisième contrainte, c'est qu'il y ait l'alliage avec la poésie. On a l'embarras du choix sur la beauté des objets du ciel. La lune, par exemple chez Jean Moréas. Belle lune d'argent. Je suis obligée de vous laisser. Oui, D'accord. Moi aussi, j'ai cru. D'accord. J'ai presque fini, hein, mais bon, cela dit, bonne journée, merci d'être venu. Ouais, Merci. Au revoir. merci. Belle lune d'argent, j'aime te voir briller sur les mâts inégaux d'un port plein de paresse. Et je rêve bien mieux quand ton rayon caresse dans un vieux parc le marbre où je viens m'appuyer. Les apports de l'astronomie à la poésie sont absolument fondamentaux. En fait, il y a deux formes poétiques. Il y a la forme qu'on appelle didactique, qui était, quoi qu'on en pense, très en vogue en fait au début du XIXe siècle, notamment avec Jacques Delille. Mais les littéraires ont tout fait pour gommer, effacer complètement ces choses-là. Donc il faut faire de l'archéologie, en fait, de la littérature, pour redécouvrir ce qui a été raconté. C'est vrai que la forme didactique qui ne fait que raconter en vers ce qu'on connaît sous les lois, sur les lois morales ou sidérales, ça peut sembler quelque chose d'assez rébarbatif. Et finalement, la poésie est perdue. Hein, la poésie, ce n'est pas que l'art de composer des vers. C'est quelque chose de beaucoup plus profond. Et cette poésie didactique était très présente au XIXe siècle et s'est terminée justement sous les coups de butoir d'un certain nombre de personnes, avec raison d'ailleurs, il faut quand même le dire, notamment les romantiques. Et puis, il y a la forme inspirée de la poésie. C'est le poète chante ce qu'il ressent. C'est vraiment un chant qui vient du cœur profond. Alors, pour ma part, j'ai fait le choix, à l'image de cette nébuleuse planétaire avec deux lobes, qui est très jolie et qui serait beaucoup moins jolie s'il n'y avait qu'un lobe, j'ai fait le choix de faire les deux, c'est-à-dire de créer un alliage de poésie qui soit à la fois didactique et inspiré. Chose qui n'a pas vraiment été faite dans la littérature française jusqu'ici. Je me suis amusé justement, parce que c'est aussi un jeu, je me suis lancé des défis comme cela. La nuit est un sujet magnifique de poésie. Les firmaments, avec les constellations. Vous trouverez dans mon livre notamment un poème sur la Grande Ourse, mais aussi un poème, si j'ai le temps, je vous le dirai dans un instant, sur les constellations. Le soleil qui a surtout été chanté déjà dans l'Égypte antique par Amenhotep IV, c'est-à-dire Akhenaton. Le soleil, dispensateur de vie, d'énergie, de lumière. La lune, reine de la nuit. Alors voilà, je vous donne un exemple de poésie didactique. Voilà, un exemple. J'ai écrit un poème qui s'appelle La Lune. La Lune, en fait, se présente phase par phase et change de phase, vous savez, tous les soirs. C'est un cycle qui dure en fait 29 jours et nuits. D'accord ? Eh ben, j'ai écrit 29 quatrains et un distique, évidemment. Et simplement, je me suis amusé à ça. Nouvelle lune, on ne la voit pas. Fille, nouvelle étue, car l'ombre en ton visage aura bientôt cessé d'obscurcir ta beauté. C'en est fini du jour, du soleil, de l'été, pour des nuits sans sommeil à boire ton mirage. Puis après, au premier soir, elle lui envoie apparaître, évidemment, un fin croissant. Sois donc l'astre charmant, le bijou lumineux, le croissant argenté qui fauche la seconde, à qui je veux donner par une voix féconde un quatrain chaque soir de mes vers amoureux. Comme on le fait dans le Louis-Pou, évidemment, je donne la clé de lecture de l'ensemble du poème. C'est une règle de Louis-Pou, vous savez. Donc en fait, voilà. Donc le poème se décline sur 29 quatrains et un distique. Voilà. Les planètes sont un très joli sujet et les comètes sont un très joli sujet d'inspiration, notamment le poème paysage, à bientôt, le poème paysage martien. J'ai encore 2-3 minutes, ça va ? Tu peux y aller, écoute, quand les gens sont pressés. Paysage Vous avez encore martien, quelques temps là ? c'est le... Je me dépêche, hein. Je vais te marier là. Ouais. Je me brouille. Non, non, ça marche. Paysage martien, c'est à l'entrée de
Paysage martien, c'est à l'entrée de Tableau de Mars et d'ailleurs. Je vous fais juste le début. Et vous allez me dire si ça vous rappelle quelque chose. Peut-être ça va vous rappeler quelque chose. Je veux, pour composer mes martiens épilogues, emprunter leurs planètes aux géomorphologues, leurs volcans, leurs déserts, leurs dunes en rêvant, aux grains de sable rouille emportés par le vent. La belle ocre couleur dont l'image se farde, rend plus étrange encore aux terriens qui regardent ce désert fabuleux, témoin d'immensité où se canyon souvent comme une éternité. Il fut tant excitant d'apprendre et de connaître les secrets de ce monde à mystère et de n'être ici-bas qu'un enfant au grand effarement, mais brûlant de toujours glisser au firmament. Je ne vous le fais pas complet. Vous avez reconnu? Je veux quelque chose pour la justice. Ouais. Je veux pour composer mes martiens épilogues, ça devrait vous rappeler. Je veux pour composer chastement mes églogues couchés au pas du ciel comme les astrologues, et voisins des clochers écouter en rêvant leurs hymnes solennels emportés par le vent. Jean de Baudelaire, évidemment, paysage. Donc j'écris paysage martien. Et j'aime beaucoup faire des parodies, justement. Bon, bref. Donc vous voyez que l'actualité et tout le matériau premier que nous offre l'astronomie et les sciences sont vraiment un terrain de jeu et de création tout à fait passionnant. La comète aussi, la comète Albot par exemple. Les anneaux de Saturne, la planète Saturne, qui a beaucoup inspiré donc Victor Hugo. L'harmonie du monde. L'appel de l'infini. Ah, l'appel de l'infini. L'appel de l'infini, cela me permet de vous livrer, pour conclure, pratiquement conclure, un poème qui sera dans le tome 2, qui n'est pas dans le tome 1 du livre, que j'ai écrit en 2012, Ma prime observation. La première fois que j'ai eu un contact avec l'astronomie. Je me revois enfant, rêvant d'un ciel parfait, ne sachant que très peu, mais devinant à vide les tableaux de cosmos, l'interminable vide, et savoir où j'allais. Personne ne le savait. Ô ciel, lieu mémoriel, vaste évasion de mai. Les jours étaient très doux, les courtes nuits sans rides, et du planétarium, le souvenir solide projetait dans l'esprit ces formes au sommet. Les pieds nus, contemplant une étoile voisine, au travers du carreau crasseux de la cuisine, attiré par l'étoile, infatigable éclat, je priais, je rêvais, emportant tout plus loin, mais l'impassible étoile évoluait par-delà, et vexante avec ça, ne me répondait point. La naissance des mondes, je vous recommande la cosmogonie, la petite cosmogonie portative de Raymond Queneau. Les apocalypses célestes, les voyages cosmiques, les vieilles sondes par exemple, c'est un exemple sur l'exploration du système solaire qui rend hommage aux sondes qui sont posées sur la planète Mars. Les astronomes et leurs instruments, mon meilleur ami ici, à côté du super télescope de l'Observatoire de Nice. Le sentiment cosmique. Sentiment cosmique, je ne peux pas rater de vous dire le poème extraordinaire, mon poème préféré, Élévation de Charles. Alors, je le fais au cœur, mais c'est toujours la même chanson. Si jamais je me plante, après, vous retiendrez surtout que Cédric s'est planté ce jour-là. Hein? N'est-ce pas? Je pense qu'on comme les élèves finalement. Absolument. Élévation. Au-dessus des étangs, au-dessus des vallées, des montagnes, des bois, des nuages.